passe, nous essayons de vous amener à des causeurs qui ont des choses tout à fait passionnantes à raconter. Alors, en deux mots, donc, les principes de cette association, c'est d'essayer d'apporter à Saint-Aignan et pour la petite région autour des visiteurs qui ont des choses intéressantes à raconter et qui ne sont pas forcément représentés par des autres associations, avec lesquelles, par ailleurs, nous avons d'excellentes relations. On organise des choses tous ensemble. Par exemple, la prochaine fois, je vais vous faire passer ça. La prochaine fois, c'est assez différent. C'est le 16 octobre. Il y aura une causerie débat qui va essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'un film culte? Et ça va être tenu par Aurélien Lemans, hein, qui est tout à fait érudit sur ce sujet, qui s'occupe du ciné-club, beaucoup ici, et Aurélien Amiot, qui est le projectionniste du Petit Casino. Donc nous faisons ça avec le Petit Casino. Donc il va y avoir la causerie débat, et ensuite on va tous se rendre au cinéma pour aller voir Eraserhead. Enfin, donc ils ont beaucoup réfléchi pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient prendre comme représentation. Voilà, ça fait partie des choses qu'on fait, mais encore une fois, nous faisons des choses très variées. Et alors, il y aura, par exemple, je vous ferai passer de la publicité, là, il y a certains des organisateurs qui sont là. Il y aura du tango aux Bernardines. Voilà, du tango le 19 octobre, voilà, avec tout un groupe argentin, hein, qui va venir faire un concert, un spectacle. Ce sera pas dans la bibliothèque, parce que ce n'est pas un espace, mais dans la grange. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être notre grange, où on essaie d'organiser parfois un peu du spectacle, un peu de musique, des expositions, des choses comme ça. Voilà. Alors, je vais vous faire passer tout ça. Il y a aussi des exemplaires donc, plus complets du programme, avec le 7 novembre, Anne-Sophie Brisset sera différent, qui va parler de Vermeer, hein, l'historienne de l'art. Nous aurons ensuite une résidence d'une artiste qui fait à la fois poésie, musique, performance, etc., Natacha Guiller, qui va rester avec nous un certain temps et puis qui fera donc, une entrée en résidence, une sortie de résidence, hein, c'est le principe des résidences. David Lescaut viendra nous parler de l'art du mélange sur le théâtre musical. Voilà. Puis, pour inaugurer la saison de Noël, nous aurons à nouveau Jean-Jacques Lemaître, que certains d'entre vous ont déjà entendu. Hein, vous savez, c'est le musicien du Théâtre du Soleil, hein, Jean-Jacques Lemaître, qui est tout à fait étonnant. Donc, c'est un ami de la maison. Il fait toujours des choses formidables. Il va venir avec Pierre Longness et ils vont faire une lecture-concert. Et il y aura également un atelier. Alors, je ne vous parle pas de 2026, ça me prendrait encore trop longtemps pour faire le tour. Alors, vous faites circuler ça. Donc, là, deux mots. Est-ce qu'il est, le rituel, est-il nécessaire de présenter François Dos? Bon, je doute, puisque vous êtes là, je doute que vous en ayez besoin, effectivement. Donc, François nous fait le plaisir, l'amitié de venir nous parler donc, du sujet de son, j'allais dire son dernier livre, mais le connaissant et connaissant sa productivité, c'est sûrement pas le dernier. C'est quoi le prochain? Le prochain, c'est pas le dernier. Non, le dernier, c'est un livre sur Schnoz. Ah, Très intéressant. Voilà, donc Oui, mais vous êtes comme il sort dans une maison d'édition, enfin, il est sorti dans une maison d'édition qui s'appelle Hermann, qui est tout à fait prestigieuse, dans la oui. collection créée par Michel Foucault. Euh, mais j'ose à peine dire que c'est un livre, parce que c'est un samizdat, un livre qui est dans aucune librairie, qui, effectivement, avec un éditeur qui ne travaille absolument pas la diffusion des livres. Donc voilà, mais c'est mon dernier. Alors, quant au prochain, effectivement, il est bien avancé. Il s'agit d'une biographie de Jean-François Lyotard. Ah, super. Euh, là, c'est très avancé. Et puis, avec une collègue, une biographie de notre grande dame de France, qui est Michel Perrault. Ah, de mieux en mieux. Bon, et tout ça, évidemment, étant donné ton rythme de travail, ça va paraître l'an prochain. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, même Ouais. si ça pourrait être pour le Lyotard.
Non, non, ce sera pour l'automne 2027 pour le Lyotard et début 2028 pour Michel Perrault. Bon, alors préparez-vous parce que alors là, il y a son avant-dernier livre qui circule, donc le Michel Serres, dont il va nous parler. Alors, c'est une brique, bien sûr, passionnante, absolument passionnante pour tout le monde. Alors, je suppose que certains connaissez évidemment Michel Serres, hein, qui ne connaissait pas Michel Serres, hein. Ça nous touche beaucoup, entre autres mon ami Sidney Lévy et moi, parce que nous étions des amis de Michel Serres, hein, qu'on connaissait depuis très très longtemps. Alors, Michel Serres avait beaucoup d'amis. Il avait quelques ennemis aussi, hein, mais il avait beaucoup d'amis. Et donc, à chaque fois qu'il est question de lui, oui, bon, alors, oui, interférence du téléphone, voilà. Et donc, à chaque fois qu'il est question de Michel Serres, évidemment, bah, ça nous touche beaucoup. Et dans alors, même que nous le connaissions bien, hein, lire cette biographie, tu vas y arriver. Oui, voilà, coupe. Donc, même pour ceux qui connaissaient bien Michel Serres, bah, c'est tout à fait passionnant de lire cette biographie où François a fait un travail absolument colossal pour nous faire tout comprendre, enfin, depuis les origines, la formation, le parcours, les amitiés, les inimitiés, les réflexions, etc. Et effectivement, il en ressort le fait que c'était une personnalité extraordinaire, quoi, au carrefour de tout ce qui était important, de ce qui s'est pensé là, pendant quelques dizaines d'années. Donc, nous sommes ravis qu'il ait accepté de faire une sorte de post-scriptum, comme ça, pour nous parler de son sujet, même si ce sujet est déjà, je n'allais pas dire lointain, mais si, quand même un peu. Un peu. Un peu. Bon, mais ça va le ramener. Alors, juste un petit sondage, là. Qui a lu du Michel Serres parmi nous? Ouais, pas mal de monde, hein. Voilà. Très bien, très bien. Bon, ben voilà, donc on y va? On y va, mais sur un mode d'information. Enfin, bon, c'est pas une. D'abord, je remercie Michel de cette invitation qui permet cette rencontre, de cette invitation dans ce lieu magique hein, que je viens de découvrir, qui est exceptionnel, on peut le dire, presque syrien. Et donc, effectivement, ce qui donne la possibilité de cet échange. En fait, euh, Michel a dit que mon livre j'ai une totalité sur Michel Serres et que certains le connaissaient très très bien. Moi, ce que j'ai découvert en écrivant sa biographie, euh, c'est qu'on le connaît sans le connaître. C'est-à-dire qu'effectivement, au fil de l'enquête, et de euh, l'enquête orale, de la découverte des écrits, on découvre un personnage qu'on ne soupçonnait pas. Hein, c'est un peu l'objet sans doute d'une discussion, parce que moi, c'est quelqu'un que je n'ai jamais croisé, que je ne connais pas du tout. Par contre, effectivement, on a là des amis, et puis on a là non seulement une grande amie ici, mais son éditrice, qui effectivement a orchestré l'œuvre de Michel Serres dans l'édition et sa postérité. Euh, et donc, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement je me suis intéressé à Michel Serres. Bon, alors bon, c'est vrai que bon, je ne vais pas faire tout le parcours de mes sujets d'intérêt, mais c'est vrai que je me suis un petit peu spécialisé dans l'histoire intellectuelle, l'histoire des intellectuels, ce qui a donné lieu à Deux ces deux volumes volumes majeurs. qui s'appellent La saga des intellectuels, qui a été repris par Folio Gallimard. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que je ne rendais pas justice à Michel Serres, qui est effectivement un intellectuel fondamental du XXe siècle, et que j'en parlais finalement assez peu. Assez peu. Alors, il y a une raison. D'abord,
parce qu'effectivement, il est, on y reviendra, un spécialiste des sciences dures, de l'histoire des sciences. Et c'est pas tout à fait ma spécialité en tant qu'historien, mais pas historien des sciences, et d'un domaine qui m'est quand même assez étranger. Mais c'est pas la raison. C'est pas la raison. La raison, c'est que écrivant l'histoire des intellectuels de 45 à 1989, je percevais pas véritablement l'existence de Michel Serres, très peu, de manière très marginale, parce que nous, historiens, on a le défaut, parce que c'est pas, je ne défends pas cette conception, de définir les intellectuels par leur prise de position sur la place publique. Or, et c'est un premier point où on peut effectivement discuter, euh, il ne prend pas parti sur la place publique, ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour l'extrême centre. Sur ce plan, il signe pas de pétition, de manifeste, voilà, alors qu'il y a des enjeux hein, entre 1945 et 89, il y a plein d'enjeux dans lesquels les intellectuels, et surtout avec la thématique de l'engagement tel qu'il est défini par Sartre, ou l'engagement tel qu'il est incarné par un Camus de manière différente, euh, bon, il n'est pas, il n'a pas de visibilité, il ne prend pas parti. Alors, on y reviendra. Bon, pourquoi cette atonie, pourquoi cette invisibilité délibérée? Alors que, et c'est assez extraordinaire d'ailleurs, il réussit l'exploit de ne pas prendre parti dans la place publique, tout en animant pendant 14 ans une émission qui va le rendre très populaire, parce que tout le monde a entendu euh, la voix de Michel Serres, hein, cette voix avec son accent dont il a dit qu'il a été humilié pendant des années de sa jeunesse, pire qu'un Iroquois chez les bambous, je sais pas quoi, parce qu'il avait un accent du Sud-Ouest très prononcé et qu'il faisait rire tout son public avec son accent. Donc, mais un accent du terroir qui, malgré le fait il est devenu parisien, vincénois, qu'il a gardé jusqu'au bout et qu'il a cultivé et qui faisait une grande partie de son charme. Or, effectivement, cette émission que vous connaissez tous, qui était l'émission de Michel Polaco, a duré quand même 14 ans, hein, où il était tous les dimanches le commentateur sur France Info, vous savez, de l'information en boucle, donc on le passait du matin au soir tout le dimanche, au point d'ailleurs hein, qu'il dit que sa grande gloire, ce dont il est fier, ce qui justifie sa vie, son parcours, etc., c'est le jour où il prend un taxi à Paris et il donne l'adresse au chauffeur de taxi qui ne se retourne pas, qui est un chauffeur black qui conduit son taxi et qui dit, je reconnais mon philosophe du dimanche. Et donc là, évidemment, il dit, là, c'est un plaisir extraordinaire, hein, ça, hein, ma vie est réussie, hein, le philosophe du dimanche, reconnu par son chauffeur de taxi. Il avait d'ailleurs le goût, et c'est pas de la transmission. Bon, il a été très peiné d'ailleurs de voir cette émission raccourcie de 7 minutes à 5 minutes, puis disparaître, malgré une pétition, des soutiens, etc., au soir de sa vie. Donc, voilà. Alors, l'idée, c'était effectivement de lui rendre justice avec, bon, la prise de conscience, évidemment, qu'il avait joué un rôle tout à fait majeur. Et d'ailleurs, quand j'ai publié euh, L'Empire du sens, l'humanisation des sciences humaines en 95 pour analyser le basculement de paradigme dans les sciences humaines, j'avais commencé mon premier chapitre s'appelait La galaxie Serre. Donc j'avais quand même bien saisi dès le milieu des années 90 qu'il jouait un rôle absolument majeur dans les sciences humaines et dans le passage à ce qu'on peut appeler un tournant à la fois pragmatique et herméneutique, qui va effectivement, qui englobe le CSI, le Centre de sociologie de l'innovation avec Bruno Latour, Michel Callon, avec le CREA et donc Jean-Pierre Dupuis, etc. Bon. Et qui sont voilà,
des directions pluridisciplinaires, transdisciplinaires, etc. Donc là, j'avais saisi son importance. Et puis, évidemment, quand j'ai appris son décès, je me rappellerai toujours en voiture, j'ai été effectivement saisi et très attristé de sa disparition. Disparition d'une voix. Je dis, bon. Et puis, je me suis souvenu que je connaissais quelqu'un très longtemps qui s'appelle Sophie Bancard et qui est ici, et à qui je me suis adressé en disant, ouais, Sophie, je pense que tu es bien placée pour... et j'imagine que tu prépares la biographie de Michel Serres. Elle me dit non, pas du tout. Et donc, je lui dis, bah, il faut le faire. Voilà, je me porte candidat. Et évidemment, sans son soutien actif, ce livre n'aurait pas pu voir le jour. euh, Parce qu'effectivement, il y a toute la galaxie Serre, il y a la famille Serre que j'ai pu voir, effectivement, et donc recueillir un certain nombre de témoignages très nombreux et c'est une autre raison de son manque de visibilité, c'est qu'on est dans un pays qui aime bien classer. Donc, effectivement, il faut étiqueter, classer en fonction des disciplines, des spécialités, etc. Or, Serre, il est tout terrain, c'est un 4x4 de la pensée. Il est dans les sciences dures, il est dans les sciences molles, il est dans la littérature, il stigmatise ce qu'il appelle les instruits incultes et les cultivés ignorants. Hein. C'est-à-dire, effectivement, et les littéraires, mais qui connaissent rien aux sciences, et les scientifiques, mais qui n'ont pas le temps d'être ouverts à la littérature. Et tout son travail, c'est d'établir des ponts entre justement l'expression littéraire et, et la science et les découvertes scientifiques. Bon. Donc ça, c'est un point qui le rend difficilement classable. Philosophe, oui. Écrivain, oui. Scientifique, oui. Mais alors, dans quel compartiment le mettre? Moi, j'ai déjà connu ça en faisant la biographie de Michel de Certeau, qui est aussi difficilement classable. Bon, avec Lyotard, j'ai le même problème. Euh, Bon, ces gens, mais justement qui m'intéressent par leur ouverture d'esprit, euh, leur capacité à créer des ponts. Et Michel Serres dira que toute sa vie, il n'a fait que construire des ponts entre des savoirs, entre des populations, entre des continents, etc. Bon, et il a fait d'ailleurs un livre qui a publié Sophie, qui s'appelle Les Ponts, et aux éditions du Pommier. Et donc, voilà, c'est ce qui est intéressant, évidemment, c'est de faire fonctionner les savoirs les uns par rapport aux autres. Et là, il a effectivement une envergure euh, absolument exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, je disais qu'on connaît Michel Serres, on ne le connaît pas. Moi, j'ai découvert, enfin, si vous avez, la plupart d'entre vous l'ont entendu, l'ont vu, j'imagine, ne serait-ce que dans les émissions télévisées, parce qu'il ne rechignait pas à aller dans les émissions télévisées de radio, etc. Bon, on avait l'impression d'une espèce de d'harmonie, de bien-être, comme ça, d'un personnage qui rayonnait manifestement, mais qui était bien, enfin, je veux dire qu'il y avait une espèce comme ça, de bonheur, comme je le dis dans le sous-titre, de joie de savoir. Bon, ce qui est vrai d'ailleurs, là, et de communiquer ce savoir. Mais en écrivant cette biographie, on pourra y revenir, j'ai découvert quelqu'un qui était très différent de l'image publique qu'il a. Et bon, je suis pas clinicien et je vais pas faire de la psychanalyse sauvage, mais incontestablement, enfin, c'est un terme qui est assez à la mode aujourd'hui, on dit plus dépression nerveuse, on dit bipolaire. Et quand effectivement on voit un petit peu ses proches,
quand on lit de près son journal, on s'aperçoit que les archives, on s'aperçoit à quel point cette bipolarité l'a travaillé toute sa vie. C'est-à-dire qu'il est taraudé par une espèce de cyclothymie entre des périodes de d'excitation absolue, de paroxysme, de maîtrise, où il refait le monde en 3 minutes, et puis des moments de chute, mais alors de chute absolument radicale et quasi suicidaire. Donc, bon, alors avec des moments, effectivement, il y a des moments particulièrement critiques. Je pense à 63, au moment où il perd son père, avec lequel il avait une relation très très forte d'admiration. Et là, oui, il est dans un très très sale état. Et quand son fils Jacques connaîtra une période de mou aussi, bon, euh, il a- son fils lui dira, adulte, hein, les symptômes qu'il connaît. Et Michel Serres, son père, lui dira, bah, arrête, je vais te continuer ton récit sur ce que tu as, etc. Et il lui dit, voilà, il t'arrive ça, tu ressens ça, etc. Et donc, voilà, il y a cet aspect qui interroge. Euh, un, un autre aspect qui effectivement n'est pas évident pour voilà, quand on connaît de loin Serre, c'est l'intensité de sa foi chrétienne. Ça, c'est vrai que c'est assez euh, incroyable à quel point, enfin, dans les lettres qu'il envoie à son épouse, au début, dans ses retraites religieuses, y compris à un moment son désir monacal, là, il est vraiment ancré hein, dans la culture chrétienne. Alors, c'est assez étonnant parce que ça ne fait pas de lui un catholique pratiquant, parce que effectivement, ses enfants disent on l'a jamais vu à la messe. Bon, il a absolument pas du tout été lié à quelque institution religieuse que ce soit. Euh, mais bon, sur la fin, c'est vrai qu'il revient demandant l'extrême-onction à une appartenance. Bon, alors qu'il était, sur tout son parcours, c'est plutôt quelqu'un qui est pas, enfin, il n'a jamais été prosélyte d'abord, et puis il est ouvert, hein, comme il dit, bon, il faut connaître tous les continents, tous les savoirs, et donc, et pas les voir à partir comme ça d'une position arrêtée et enracinée. Non, il est dans des tensions très très fortes, toujours sur tous les points. Et ce qui est tout l'intérêt de sa pensée, c'est elle est toujours tendue. Elle est toujours dans des figures d'oxymore, de tension, et qui créent le doute, qui créent des interrogations, qui créent des déplacements. C'était d'ailleurs, quand son émission avec Polacco, c'était sa manière d'être, c'est-à-dire qu'il prenait le déplacement du philosophe, c'est-à-dire il prenait un stéréotype. Hein, euh, Sophie a publié un énorme volume qui s'appelle Des bonnes nouvelles et qui sont toutes, hein, c'est un truc extraordinaire, hein, c'est justement sur ces 14 ans d'émissions transcrites sur le plan de l'écrit, et il prenait des stéréotypes et puis il les déplaçait. Il montrait qu'on pouvait les penser autrement, les questions, et il les interrogeait etc., sur tout, hein, tous les domaines. Mais alors, sauf un, justement, c'est-à-dire que le politique, non. C'est-à-dire, il se débrouille quand même, alors qu'il fait ce commentaire tous les dimanches, pendant 14 ans, pour évacuer, éviter tout ce qui est commentaire proprement politique, politicien. Au procès de parti. Bon, là, pour lui, il a dit d'ailleurs à quelqu'un qui fait partie de mon enquête, le politique est mon obstacle épistémologique. Bon, alors, je ne sais pas si ça parle aux épistémocritiques, mais effectivement, c'est un problème chez lui. Alors, est-ce qu'il faut le référer à sa région? Alors, parce que quand on parle de Michel Serres, évidemment, là aussi, c'est une tension. Il est très enraciné. Et d'ailleurs,
moi je donne toujours comme exemple d'une ville qui effectivement célèbre chaque année, on est quatrième édition, je crois, de manière magnifique, avec un succès extraordinaire, cinquième édition. Je sais pas, maintenant, ça a commencé avec 5000 personnes, maintenant, je sais pas, ils en sont à 10 000 15 000. Et la ville d'Agen, c'est quand même pas la Rome de la culture française. Et donc, on a là effectivement un succès extraordinaire parce qu'on célèbre l'homme d'Agen. Bon, et il est très enraciné. Il dit d'ailleurs, je suis né du 15 d'Agen. Alors oui, il est doublement enraciné puisque c'est l'année 1930 où le 15, donc l'équipe de rugby locale, gagne le championnat de France. Et donc, il est né de là. Et il deviendra un supporter incroyable du 15 d'Agen et du 15 de France, évidemment, mais du 15 d'Agen, au point d'ailleurs que quand il va s'établir à Vincennes, euh, eh bien, la grille du portail, ils veulent la peindre en bleu et blanc, c'est-à-dire aux couleurs du maillot de l'équipe d'Agen. Et donc, vraiment, pour vous dire à quel point il est enraciné, non seulement il avait sa place attitrée dans la tribune présidentielle du club à Agen, mais quand il était très souvent, pendant toute une période de sa vie à Stanford, il téléphonait. Là, j'ai le témoignage de l'entraîneur de l'équipe d'Agen, Christian Lanta, pour lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein, j'ai vu en différé le match, pourquoi tel essai à telle minute, et l'entraîneur de me dire, mais voilà, on débriefait le match pendant une demi-heure, et il me rappelait un quart d'heure après pour dire, dis non, j'ai oublié de te poser une question là, et c'est repartait sur cette passion pour lui du rugby. Mais en même temps, euh, il met en avant l'importance du déracinement. Il faut sortir de sa ville, il faut sortir de ses racines. Et c'est comme ça qu'il définit, je le disais, la fonction philosophique, hein, celle de parcourir tous les continents, tous les savoirs. Et il a évidemment beaucoup voyagé, enseigné ailleurs, fait des conférences dans le monde entier, enseigné beaucoup aux États-Unis, évidemment avec son ami notamment René Girard à Stanford. Donc oui, il y a cette tension. Je dirais, ce qu'il aime beaucoup dans le rugby, outre voilà, l'aspect local, il est né avec le rugby, euh, c'est la solidarité du pack de rugby. Et en même temps, il est très fervent de la solidarité, mais aussi de la solitude, hein. C'est à la fois un solidaire et un solitaire, hein. Et chez lui, il y a effectivement, il dit que rien ne résiste à l'entraînement. Euh, Son entraînement, ça va être l'écriture. Ça va être l'écriture et effectivement, tous les matins, qu'il soit à Stanford, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Agen, etc., toute la matinée, il la passe à sa table de travail, à écrire, et il ne décroche qu'à la mi-journée. Et c'est vraiment une ascèse à laquelle vraiment il ne déroge pas. Alors après, en même temps, enfin, c'est assez extraordinaire parce que sur ce plan, il a fait un peu de sa vie une œuvre. Parce qu'en même temps, non seulement il écrit, mais il est très soucieux aussi des activités corporelles. Il a écrit un livre, un dialogue, etc., bon, qui s'appelle Mes professeurs de gymnastique m'ont appris à penser. Intéressant, parce que en général, dans les conseils de classe, le prof de gym est le dernier qu'on interroge sur les élèves, considère que son avis ne pèse pas vraiment lourd, alors qu'en fait, souvent, ce sont ceux qui les connaissent le mieux, les élèves. Et justement, Michel Serres dit, bah, c'est les profs de gym qui m'ont appris à penser. Et effectivement, c'est là aussi un spécialiste
de l'expression corporelle, du corps, de la marche. Hein. Bon, il n'a pas adhéré heureusement à En Marche, mais la marche c'était important pour lui. Il faisait à Vincennes deux fois, alors le GR de Vincennes une fois par semaine, le petit GR la même semaine, toutes les semaines. Et donc et il marchait. Alors dans Paris, moi j'ai des témoignages extraordinaires. Il avait ses chaussures de marche, sa petite casquette. Et à Vincennes, il allait à la maison de la radio, c'est-à-dire à l'autre bout de Paris, à l'ouest, hein, avec son sac à dos et ses habits d'académicien dans le sac à dos. Il enregistrait la maison de la radio. Ensuite, il allait quai Conti à l'Académie française, revêtir et puis il repartait à la marche à Vincennes. Donc il passe. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a une circularité là entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire que en marchant, en faisant effectivement du sport, il travaillait en même temps son écriture, ce qu'il allait dire, sa pensée. Il y a donc là une circularité qui renvoie à ce que dit Spinoza sur que peut le corps. Hein, et là, effectivement, dans la pensée spinoziste, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême du conatus et de ses capacités corporelles. Alors, bon, il y a plein de choses qu'on peut dire sur Michel Serres. La chose assez fondamentale, et qui est malheureusement très actuelle, et où il est très, là, pas tout à fait en phase avec la situation dans laquelle on est, mais justement, on a besoin de son message, c'est que c'est un message de paix. Bon, on est dans une journée qui, sur ce plan, est un petit peu rassurante quand même, mais c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à la paix. Et c'est peut-être un des points d'ailleurs qui explique, une des raisons qui explique que le politique est un peu l'évitement, parce que la politique, c'est la guerre, c'est l'affrontement. Donc il l'évite. Et puis le politique, c'est aussi, ça renvoie pour lui à la culture cathare. Les gens qui ont du pouvoir, qui sont au sommet du politique, c'est forcément le mal. Bon. Et donc il faut se défier du mal, il faut se mettre à l'écart du mal, et donc à l'écart du politique. Bon, ça, c'est un point de vue politique, c'est pas le mien, c'est celui de Serres, et moi je préfère le concept du paradoxe politique chez Paul Ricoeur. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet qu'on peut discuter. Euh, mais un homme de paix, ça oui, toute sa vie, il l'a consacré. Et comme vous savez peut-être, rappel pour ceux qui ne connaissent pas, pour les autres, euh, bon, ils le savent évidemment, il y a eu un moment de basculement dans sa vie, hein, puisque il a commencé par faire l'école navale. Alors, l'école navale, parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'il était bon en sciences, mais il était bon aussi en latin grec, mais il avait les deux cultures, là, donc celui qui lui a dit très tôt, fait du grec et du latin, il faisait, bah, maintenant il fait voilà, les mathématiques du Mathélème à l'époque, et effectivement, fort en maths, il suit naval et le niveau de mathématiques, j'ai vu dans les carnets, enfin bon, juste compulsé là, c'est du haut niveau. Donc il devient, effectivement, il sort de naval, et puis il se rend compte que, effectivement, faire naval, mais ça veut dire faire la guerre. Ça veut dire être sur des bateaux militaires, c'est pas pour faire de la voile et faire vendre des clubs. Donc là, eh bien, il va pas signer le contrat, alors qu'il sort major hein, de naval, il signe pas le contrat. Et ce qui le préoccupe depuis un moment, on est dans les années 50, c'est fin des années 40, c'est pour lui Hiroshima. Et ce qui dira d'ailleurs, l'unique objet de ma philosophie, c'est Hiroshima. C'est-à-dire comment la science, à laquelle il est vraiment devenu un spécialiste, peut être
mortifère peut être utilisé par des gens qui en font un instrument de mort, alors que la science doit être un instrument d'émancipation. Et se posant cette question, justement, c'est là où il doit basculer vers la philosophie. Et se dire, mais d'abord, j'abandonne Laval, alors qu'il adore la mer et que son père était marinier, et qu'il n'avait qu'une idée, c'est le grand large, et passer du fleuve de la Garonne de Garonne, comme il dit, jusqu'à la mer, et le grand large. Bon, j'abandonne ça, ce qui a été quand même très dur pour lui, et de se rentrer dans un cycle, euh, classe préparatoire, école normale sup, Ulm, etc., et pour suivre un cursus d'excellence qui l'amènera à l'agrégation de philosophie. Et tard, évidemment, DES et thèse en philo. Eh bien, voilà, le choix de la philo, c'est le choix justement de comprendre comment, et il a écrit de très beaux textes sur la thanatocratie, comment effectivement le pouvoir politique a instrumentalisé la science pour en faire un instrument de mort. Et instrument de mort qu'il appelle la troisième mort. Hein, il y a la mort que chacun d'entre nous connaîtra, qui est la mort individuelle. Il y a la mort, dont Paul Valéry dit que c'est la mort des civilisations. Hein. Et puis, dit Michel Serres, il y a la troisième mort, qui est avec la bombe atomique, et ben, la fin de l'humanité, hein, tout simplement. Et donc, il faut voilà, éviter ça, et être un barrage par rapport à ce danger ultime. Et donc, effectivement, euh, tout son parcours après, ça va être de creuser hein, cette question de la guerre et de la paix. Hein, il faut dire combien aujourd'hui c'est une question actuelle, et d'être un messager de la paix. Alors, quand je dis messager, là, ça me vient, bon, c'est très en désordre hein, ce que je vous dis là, mais messager, évidemment, il n'y a pas mieux pour définir Michel Serres. Il a consacré 5 volumes aux éditions de Minuit qui s'appellent Hermès. Hermès 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, le Dieu est le messager. Hein, et il a conçu sa vie, justement, comme celui qui portait les messages. Et le message qui est le sien, c'est un message de paix. Alors là, vraiment, de bout en bout. De bout en bout. Et je pense d'ailleurs que, comme je l'ai dit, euh, ça le confine sur le plan de ses prises de parti politiques. Oui, il ne peut pas dire toujours ce qu'il pense, alors qu'en général, il n'a pas la langue dans sa poche, dans ses rapports aux autres. Donc voilà, c'est un message tout à fait majeur et euh, de réfléchir à cette question de comment apprivoiser la violence. C'est là aussi où ça nous ramène au rugby. Comment le rugby voilà, codifie, apprivoise la violence. D'ailleurs, il fait une réflexion qui est tout à fait, qui m'a beaucoup intéressé parce que moi, j'aime plutôt le football. Or, effectivement, il dit le foot, n'apprivoise beaucoup moins cette violence. Mais cette violence, vous la retrouvez où? Chez les supporters. Hein. Vous n'aurez jamais un match de rugby qui est suivi par des affrontements entre supporters. La violence a été maîtrisée sur le terrain. Au football, elle est à ce point contenue qu'elle se déchaîne dans les gradins et dans le pourtour des stades. Euh, Réflexion très juste. Et à propos de sport, d'ailleurs, il a aussi gravi, enfin là c'est absolument incroyable, parce que j'ai des témoignages là de ses proches, notamment d'une de ses amies, prof de littérature, qui a fait des escalades d'alpinisme très haut niveau, les écrins et autres, des choses extrêmement difficiles, enfin pour alpinistes professionnels, avec guide bien sûr, mais sur lesquels il était hein,
partant avec son piolet. Bon, et puis, effectivement, euh, là, on a quelques images de lui dans la neige. Et, et, et effectivement, sur ces cimes. Ce qu'il a aussi d'ailleurs sur les cimes solidaires et solitaires, hein, parce que qui dit l'alpinisme dit cordée, donc dit s'il n'y a pas de solidarité, effectivement c'est la mort pour toute la cordée. Et en même temps, c'est voilà, la joie d'arriver seul au sommet. Là, on le voit avec euh, Madame Schlumberger, qui effectivement, Annette, qu'il appelle Annette d'ailleurs, Gruner-Schlumberger, qui a fait d'un domaine qu'elle avait dans le sud, des treilles, euh, un, un espace, un parc absolument magnifique, qui, si vous avez un jour l'occasion d'y aller, ne le loupez pas. Et les Treilles, c'est là où, et Sophie est bien placée pour le savoir, où se sont produits, ont été pensés, ont été organisés des ouvrages tout à fait fondamentaux, les éléments d'histoire des sciences, puis le trésor des sciences qui ont été des œuvres collectives, et dans ce cadre collectif absolument extraordinaire que cette mécène qui a créé cette fondation culturelle Creil a mis en place. Euh, voilà. Quoi dire d'autre? On peut dire plein de choses de Michel. Alors, effectivement, autre aspect qui n'apparaît pas derrière son harmonie apparente, harmonie qui renvoie d'ailleurs à son philosophe de prédilection, auquel il a consacré sa thèse, qui est Leibniz. En fait, euh, il est quand même, depuis le début, avec un ressentiment, hein, on en parlait, et un ressentiment qui ne cesse de progresser et qui est de plus en plus vindicatif parce qu'il se sent, alors c'est aussi parce qu'il a des tas d'idées dans ces moments extatiques, euh, euh, et ces idées, il dit avoir été pillées. Alors, il est, je le disais, très sensible à tout ce qui est révolution scientifique, mais pas seulement, hein, littérature aussi, mais révolution scientifique. Alors, bon, euh, la période qui est la sienne, c'est aussi la période de la révolution des mathématiques, qu'on appelle les mathématiques modernes, c'est le groupe Bourbaki, bon, et qui est tout à fait important. Et là, ses premiers travaux de recherche, c'est la philosophie de l'algèbre. Bon. Et puis, il travaille à Clermont-Ferrand, et Clermont-Ferrand, il y a, voilà, il y a ses amis, Magnard, il y a Marin, et puis il y a Villemain, qui va faire un livre là-dessus, qui lui interdit d'ailleurs de continuer à travailler ce domaine et qui l'envoie vers la topologie, et ce qui va valoir d'ailleurs à Villemain son élection 2 ans ou 1 an après la publication de son livre au Collège de France. Et lui, il s'est senti mais, dépossédé, pillé par Villemin, qui lui a pris toutes ses idées parce qu'il était en train de préparer un DES pour Canguilhem, et il a revu toutes ses idées, toutes ses démonstrations. Après, à Clermont-Ferrand, il a un collègue qui est devenu très connu, qui s'appelle Michel Foucault. On est dans les années 62, 63, 64. Et témoignage de Magnard, Foucault, qui habitait Paris, se faisait raccompagner à la gare de Clermont par Magnard et Michel Foucault, qui préparait à l'époque un livre qui va être un best-seller, qui va s'arracher comme des petits pains, même si c'est un livre qui n'est pas vraiment facile, qui s'appelle Les mots et les choses, et qui paraît en 66. Bon, eh bien, vous savez que le grand thème des mots et les choses, je simplifie évidemment à l'extrême, c'est la mort de l'homme. Hein, 66, c'est le point d'acmé, un thème qui a été aussi mes objets de travail, puisque j'y ai consacré 2 volumes, l'histoire du structuralisme. Donc, c'est la structure et le sujet, c'est la mort du sujet, c'est la mort de l'homme, et
Voilà, on doit penser sur le plan du concept, c'est fini, l'ego, le cogito de Descartes est dépassé, fin du psychologisme, et la structure triomphe. Très bien. Bon, eh bien, ça va être le thème en vogue. L'homme est mort, etc. Les formations discursives, les ruptures épistémologiques. Bon. Or, prenez hein, les œuvres complètes, tome 1, publiées par Sophie, vous avez son journal, et vous voyez, c'est pas de l'écriture d'après, vous voyez dans son journal, 63, l'homme est mort. Bon. Et donc, toutes ces thématiques, il a l'impression de les avoir effectivement été reprises, sans le citer, par Foucault. Et il a, à ce moment-là, de très bonnes relations avec Foucault. Il fait un compte-rendu remarquable dans la revue critique de l'histoire de la folie. Puis, malgré cette captation, il fait un compte-rendu non moins remarquable aussi des mots les choses hein, dans la revue critique. Mais un ressentiment terrible qui va se traduire là par une rupture euh, assez, pas tout de suite, pas immédiate, parce que quand se crée en 68 le centre expérimental de Vincennes, Foucault, qui constitue le département de philo de Vincennes, va l'appeler. Il veut créer un pôle d'épistémologie à Vincennes, donc il appelle son ami Serre. Ils étaient ensemble à Clermont-Ferrand, hein, donc c'est son collègue, et il bénéficie. Puis en plus, je cite une lettre où Foucault lui dit, à propos de son compte-rendu, on aimerait écrire que pour toi. C'est dire à quel point la relation était bonne avec Foucault. Hein. Eh bien, je peux vous dire que c'est sacrément détérioré. D'abord, Serre n'a pas du tout apprécié le climat à Vincennes, qui était un climat extraordinaire. Hein. Bon, j'en suis un sous-produit. Euh, mais, euh, mais, euh, mais en même temps, bon, il y avait quand même euh, des avanies un peu totalitaires du côté de quelques maoïstes et notamment d'un certain philosophe qui s'appelle Alain Badiou, qui avait une UV à l'époque, lui, il avait une UV carrément, qui était avec ses étudiants, il dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait cette année? Alors le thème de l'année, c'est contrôler la ligne politique des collègues. Bon. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait avec ses étudiants, lui ou moi, ils se partageaient les cours des collègues et ils intervenaient pour dire ça suffit là, vos petites conneries, vous n'êtes pas dans la ligne maoïste de l'Impiao et de la révolution culturelle, donc vous allez dégager et terminer votre cours immédiatement, etc. Bon, Michel Serres a beau avoir un certain sens de l'humour, ça lui a pas plus que ça. Et au bout d'un an, il est Vincennes, terminé. Bon. Alors, Deleuze avait plus, qui a subi aussi ça. Pendant un an, il n'a pas pu terminer ses cours, Deleuze. Il y a eu un peu plus de manière voilà, de composer. Alors, ah oui, je vais faire passer mon chapeau hein, pour les ouvriers de la Rodiaceta. Alors lui, bon, ça allait à peu près. Mon Messer, non, terminé. Et alors là, grande humiliation. Et là effectivement, ça a été terrible pour lui. Ça a cassé enfin, on va pas dire, enfin, il dit que ça a cassé sa carrière. En fait, il a fait une très grande carrière. Pas exagérer. Mais là, effectivement, vous comprenez bien la chose. C'est un des philosophes les plus remarquables. On est en 69. Donc, il quitte à la fin de l'année universitaire Vincennes. Et où est-ce qu'il veut aller? Son lieu naturel, c'est la Sorbonne. Eh bien, le département de philo de la Sorbonne ne veut pas de lui. Il n'est pas question qu'il devienne prof de philo à la Sorbonne. Et pourquoi? Parce que là, vous avez Suzanne Bachelard, la fille de Gaston, qui a dit, moi vivante, jamais Michel Serres n'enseignera dans le département de philosophie de la Sorbonne. Alors, bon, on y reviendra peut-être. Voilà, il y a eu un différend, effectivement, sur lequel je reviendrai d'ailleurs demain matin, avec son directeur de thèse, Canguilhem.
et qui n'a pas supporté que, effectivement, Serre prenne ses distances avec Bachelard. Et alors, la fille Bachelard, évidemment, l'a encore moins supporté, l'a mis à l'écart. Et donc, en fait, il a été accueilli à la Sorbonne, mais il a été accueilli par les historiens quand même dans la hiérarchie des savoirs, hein, on est quand même dans un pays très hiérarchique. Je veux dire, vous avez la philo, l'histoire, déjà, bon, pour ceux qui connaissent un peu les dates. Ah, bon, vous voyez, c'est un peu. Alors, ils spécialisent là dans l'histoire des sciences, qui relève un peu le niveau, mais il est frustré sur le plan de la philosophie, parce qu'effectivement, alors, il fait la philosophie des sciences, il ne faut pas exagérer, mais il est à ce point frustré d'ailleurs que bénévolement, il va préparer des étudiants, que j'ai vus, des gens qui deviendront, font carrière ensuite universitaire, pour les aider à réussir l'agrégation, pour les préparer à l'agrégation. Donc, il prépare bénévolement à Vincennes, chez lui, des petits groupes de 3 étudiants là qu'il prépare. Mais alors, pour vous dire à quel point, oui, ce ressentiment est parfois fondé, c'est que euh, on peut se dire, comment se fait-il, par exemple, qu'il n'a pas été élu au Collège de France? Vous avez, en effet, en 75, j'ai découvert que Claude Lévi-Strauss, quand même pas rien, au collège, le soutient et le pousse à poser sa candidature et dit, vous avez mon soutien, et donc tout le réseau des anthropologues, de l'anthropologie structurelle. Euh, bah, non, ça avorte très vite. Et pour une raison, c'est que les philosophes ne veulent pas de serre, et surtout Michel Foucault, qui est au Collège de France. Et là, j'ai le témoignage, y compris de Régis Debray, qui était ami et de Serre et de Foucault. Serre lui dit, tu peux pas toucher 2 mots là à Foucault pour lui dire que voilà, je peux faire quelque chose au collège. Euh, Foucault tout de suite dit à Régis Debray, pas question, pas question. Et là, c'était une détestation euh, vraiment de Foucault telle que Pierre Nora, dont je déplore la disparition, euh, m'a dit que, et a même a écrit dans ses mémoires, que s'il n'a pas publié Serre chez Gallimard, alors bon, il avait toutes les bibliothèques, les sciences humaines, etc., c'est parce que Foucault l'aurait pas toléré. Euh, et donc, oui, il y a là une détestation. Et du coup, il est barré. Il est barré sur le collège d'enfants. Il est barré dans un autre lieu où il va donner pendant très longtemps des cours de préparation, il va être préparateur, etc. C'est l'ENS, à Ulm, Normal Sup. Il y avait un poste possible. Bon, Derrida, il l'occupait et quittait l'ENS. Voilà, c'était vraiment un poste pour lui. Derrida ne l'a pas soutenu. Bon, donc, voilà. Alors, il y a aussi un autre point qui explique, alors là, sa déception, c'est que, bon, comme vous le savez, je l'évoquais, dans les années 60, ce qui domine, c'est donc le structuralisme, hein. Euh, bon, domine complètement. Alors, aujourd'hui, pour beaucoup, qu'est-ce que c'est que le structuralisme, etc. Bon. Moi, quand j'ai fait l'histoire du structuralisme, j'ai vu Jean Pouillon, hein, qui passait de Sartre à Lévi-Strauss, il m'expliquait, vous savez, hein, euh, je vais vous dire à quel point le structuralisme était dominant dans les années 60, c'est que l'équipe de France de football, il n'avait que des mauvais résultats, hein, dans les matchs. L'entraîneur est interrogé par la presse, il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer les résultats? Et l'entraîneur de répondre, je vais la réorganiser de manière structuraliste. Donc, ça n'a pas donné, hein, des résultats majeurs. On en a connu de meilleurs après avec Zidane, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le structuralisme. Mais c'est pour vous dire à quel point tout le monde était structuraliste, hein. Bon. Euh, Or, Serre était très bien parti. Il est au cœur du cœur de la structure mathématique, les groupes Bourbaki, les mathématiques comme cœur justement du formalisme qu'a représenté le structurel. Sauf que, et il le dit lui-même d'ailleurs, bon,
Sauf que le problème, c'est que ce qui a constitué le succès du structuralisme, c'est l'émancipation des sciences humaines. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le moment où la science pilote, c'est pas les mathématiques, c'est pas le groupe Bourbaki, même si le groupe Bourbaki, voilà, Lévi-Strauss, on est inspiré pour les structures élémentaires de la parenté. Bon, ça circule évidemment. Mais la science pilote, c'est la linguistique. C'est le CLG, c'est le cours de linguistique générale de Saussure. Ça, c'est la Bible, qui va vous donner Grémas, Barthes, le progrès, le projet sémiologique, bon, et tout le travail sur l'homme. Avec deux disciplines phares, que sont les disciplines qui cherchent justement l'inconscient des pratiques sociales, hein, les structures derrière l'agir, que sont l'anthropologie euh, et la psychanalyse, versus Lacan. Euh, dans cette configuration, Serre n'est pas. Et du coup, il loupe d'ailleurs. euh, c'est drôle parce qu'il aurait pu ne pas le louper, parce qu'effectivement, il était très très lié à Derrida, par exemple. Hein, j'ai trouvé dans ce parcours, Derrida, en tant qu'étudiant, avait la clé de sa coturne à Paris, il se passait la clé, etc. Ils étaient très copains. Et Derrida est présent au fameux colloque fondamental pour le structuralisme qui va, là je parle à des spécialistes, qui va exporter le paradigme aux États-Unis, hein, traverser l'Atlantique, c'est le colloque de Baltimore, de John Hopkins, si je ne me trompe, en 66. 66. Eh bien, en 66, les Américains découvrent le structuralisme, ils le découvrent avec qui? Derrida. Et c'est Derrida qui va, ce qui sera appelé d'ailleurs outre-Atlantique plutôt le post-structuralisme, hein, va dominer la sphère intellectuelle des gens ouverts à la philosophie continentale, etc. Euh, Derrida n'est pas là. Et pourtant, ce qui est assez drôle, c'est que ce colloque, et ça je l'ai vu avec la biographie de Chantre, là, sur Girard, c'est Girard qui a organisé ce colloque. Et ensuite, Girard et Serre deviendront les meilleurs amis du monde. Hein, puisque quand Michel Serres ira enseigner aux États-Unis, il ira loger, pas toujours, mais en grande partie chez Girard, qui va faire en sorte de faire élire Girard à l'Académie française, qui va présenter Girard comme le Darwin des sciences humaines, et réciproquement, il y a une estime mutuelle extraordinaire entre les deux. Il aura cette reconnaissance-là. Et puis, reconnaissance aussi littéraire, ça évidemment, Sophie est mieux placée que moi pour le dire, bon, sur tous les terrains, mais sur le plan littéraire, puisqu'il il a failli avoir quand même sur la fin de sa vie, à deux reprises, il a été candidat et a été loin dans le processus voilà, final. Et en général, il faut se présenter plusieurs fois pour l'avoir, et là, il est mort trop tôt. Le prix Nobel de littérature, qui est très rare quand même pour quelqu'un qui est philosophe, dont la spécialité est science, et d'avoir le prix Nobel de littérature. Mais il n'était pas loin de l'avoir. Et c'est vrai que quand on voit ses premiers écrits, le journal, etc., il y a chez lui une ambition littéraire, hein, romanesque, en tout cas d'écriture. Et c'est vrai que, enfin bon, beaucoup ici sont familiers de son écriture et de ses publications, mais c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui n'est pas facile à lire, euh, parce que, entre autres d'ailleurs, et de plus en plus systématiquement, il va considérer qu'il ne faut pas de notes infrapaginales, il ne faut pas citer ses sources, et donc quand vous le lisez, vous ne savez pas quelles sont les références, etc. Pour nous, enfin je parle en tant qu'historien là, euh, pour nous c'est curieux parce que notre première règle déontologique, c'est de citer ses sources pour que les lecteurs puissent vérifier la fiabilité ou l'interprétation de tel ou tel. Bon. Lui, au contraire, c'est dégager tout ça, mais justement pour écrire comme un romancier écrit et pas avec. Et c'est vrai que son style est un style tout à fait singulier et très beau. Enfin,
je veux dire, à Agen et ailleurs, vous avez effectivement des extraits extraordinaires qui sont lus de ses écrits, qui ont comme ça, une puissance créative, une puissance poétique, parfois accompagnée de musique. Et c'est vrai que là, il est, il est dans la création ce qu'il veut toujours être, c'est-à-dire à l'écart. euh, et d'ailleurs, j'ai lu vraiment des passages qui sont les plus violents que je cite. À l'écart de la culture universitaire classique. Hein, pour lui, il y a presque pas pire qu'un universitaire. Bon, je ne citer le passage, mais il y a des passages effectivement terrifiants sur l'habitus, disent les Bourdivains, des universitaires. Alors lui, il est complètement à l'écart de ça, il est plus dans on va dire, pour reprendre quelque chose propre à Deleuze, une philosophie artiste, quelque chose qui est plus proche effectivement de la créativité artistique. Euh, et, et donc voilà, hein, vous voyez là quelques éléments, mais il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, je pourrais dire aussi, mais je ne veux pas développer, que c'est aussi un chef d'entreprise, Michel Serres, qu'il était très admiratif de son père qui s'est fait tout seul, alors contrairement à ce qu'il dit, hein, parce qu'il se présente, effectivement, il en rajoute sur son origine populaire. Donc évidemment, comme il est un peu à l'écart, évidemment, du parisianisme il dit, bon, moi, voilà, je suis de la terre, fils d'un quelqu'un qui cassait les cailloux, bon, voilà, et il met en avant cette origine populaire. Bon, quand on voit de plus près, bon, son père est devenu un chef d'entreprise, mais il est devenu, voilà, le dragueur de la Garonne en lançant une entreprise qui a investi, qui a acheté des terres, qui avait des ouvriers et qui comptait sur son fils, aîné, enfin, pas aîné, sur Michel Serres, qui était de l'intellectuel de la famille, pour même gérer ses affaires. J'ai des lettres où il envoie à Derrida, ben non, mais je reviens à l'entreprise familiale, et c'est lui qui disait à son père qu'il fallait investir dans tel ou tel domaine, le concessionnaire Berlier, là, etc. Il faut l'acheter, il vend. Bon, donc il y avait aussi cet aspect chez lui. Il a mené plusieurs projets dont on n'a pas le temps de parler, mais qui montre aussi ses compétences dans ce domaine comme dans bien d'autres. Et alors, aussi, quand même, deux mots sur l'actualité de Serres. Je disais message de paix, il faut dire aussi message de préservation. C'est d'actualité à l'heure de ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus l'Anthropocène, de préservation de notre planète, de préservation de l'écosystème qui est en effet en pleine crise. Et aujourd'hui, par les pollutions, et là, il a beaucoup consacré à ce domaine, hein, puisqu'il a publié en 90 le contrat naturel, et puis après, ça a été le malpropre, ensuite Biogé, hein, la guerre mondiale, mais pas la guerre mondiale au sens classique du terme, mais la guerre contre le monde. Tous ces livres de cette période des années 90 vont dans le sens d'une sensibilisation à l'écosystème, à l'écologie, à préserver notre milieu. Et là, on voit au combien, aujourd'hui, de plus en plus, hein, là, il n'a pas connu hein, ce qui est de plus en plus dramatique, hein, les effets du réchauffement climatique et autres. Mais là, il a essayé d'avertir les choses jusqu'à dire qu'on devait passer du contrat social, hein, Rousseau, au contrat naturel. C'est-à-dire à ériger au niveau du droit, comme sujet de droit, la nature. Et là, moi-même, je ne peux pas ne pas faire une allusion à celui qui a été panthéonisé, qui est en cours de panthéonisation aujourd'hui, c'est-à-dire Robert Badinter, que j'ai eu la chance d'aller voir dans le cadre de la préparation de ce livre, qui, en tant que juriste, là, n'était pas d'accord avec son copain Serre. Il a grande estime et il adore Mathilde Michel Serres.
mais pas sur le plan juridique. Là, il dit, non, non, là, c'est pas. Bon, c'est poétique, hein, ce qu'il raconte, mais ça n'a aucune base juridique. Mais là, on peut effectivement discuter. Badinter n'a pas forcément raison sur ce plan. Et quand j'ai vu quelqu'un qui a mobilisé CERF pour la COP 21 à Paris, c'est-à-dire Laurent Fabius, eh bien, Fabius, qui a été d'ailleurs un étudiant de Michel Serres, l'étudiant qu'il a trouvé le plus intelligent, eh bien, Laurent Fabius, qui avait aussi une grande estime pour Michel Serres, m'a dit non, sur le plan juridique, son idée de contrat naturel et de la nature comme sujet de droit, c'est une idée qui avançait sur le plan international. Et d'ailleurs, on a des exemples au Brésil, en Amérique latine, effectivement, sur voilà, des défenses du milieu contre la déforestation, contre un certain nombre de choses qui sont des remises en cause de notre équilibre humain et planétaire. Voilà quelques mots, j'ai peut-être été un peu long. 55 Je suis minutes. parti, mais comme, comme on m'a dit causerie, je me dis, mais on va causer, mais ouais, je croyais que ce serait plus interactif, mais Bon, merci beaucoup, François. C'est absolument passionnant, évidemment, de tracer d'une personnalité aussi extraordinaire, ben, qu'on le connaît, qu'on l'ait connu ou pas. Je veux dire, c'est vraiment formidable. Donc, connu par les livres, par la lecture, par l'écoute, comme tu l'as rappelé à propos de la radio, ou ben, pour les croiser effectivement avec ces contradictions absolument incroyables. Voilà, mais une personnalité extraordinairement attachante. Et en effet, on ne peut pas dire que c'était le même type d'attachement que pour Foucault ou pour Derrida. C'est pas, pas du tout la même chose. hein. Mais en tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait comme partie. Et, et bien entendu, il y a plein de questions qui se posent là. Tout le monde veut en savoir plus. Tu veux que je tourne? On continue. Oui. À vous la parole. Mhm. Alors, hop. Non. Non. Allez, qui veut en savoir plus long sur Michel Je Serres? peux peut-être commencer. Voilà. Le sentiment d'avoir été toujours volé dans ses idées, est-ce que c'était de la paranoïa ou il y a un fond de vérité? Je me suis demandé en vous disant. Alors là, comme je disais tout à l'heure, qu'il m'était difficile de Oui, mettre clairement. un diagnostic clinique, je n'irai pas jusqu'à dire paranoïa, parce que là, Je le disais. Depuis hier. euh, non, je pense, Ouais, je peux poser la question. d'ailleurs, et je reprendrai quelque chose que m'a dit avec évidemment une pertinence très grande Sophie, parce que la connaît et le connaît de très près, que Michel Serres voulait surtout être aimé. Mm. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire que à la limite, bon, convaincre sur effectivement un certain nombre d'idées, bon, c'était son travail d'intellectuel, de philosophe, etc. Bon. Et surtout, il y avait une part, je pense, alors, je ne dirais pas paranoïa, je dirais de besoin d'affect, Ouais. d'affection De reconnaissance. et de reconnaissance affective qui chez lui était discriminante et fondamentale. Il y a les gens qui l'aimaient, puis des gens qui l'aimaient moins, voilà, qui tenaient à l'écart. Euh, et, et là, oui, oui, a besoin de reconnaissance. Alors, bon, là, vous touchez un point sur lequel je n'ai pas beaucoup développé dans le livre, euh, qui touche alors à des choses de l'intime, qui est le fait que dans son enfance, il a souffert effectivement d'un manque d'affection maternelle absolument évidente. Ça m'a été d'ailleurs confirmé par la famille qui m'a dit que ça lui était pas réservé, cette froideur, mais que sa mère a été éduquée de manière extrêmement stricte dans un institut religieux très très carré et
voilà, elle manifestait un peu d'affection pour ses petits-enfants, mais ses enfants, c'était une grande rigidité, et très rigide au point que dans le journal, vous trouvez un Michel Serres qui parle d'une maladie qui est la sclérose, et qui met une flèche, ma mère. Bon, c'est dire un peu le manque, là. En plus, la grand-mère préférait son frère, parce qu'elle avait gardé pendant la guerre, etc. Bon. Donc, c'était son petit préféré. Michel Serres était tenu à l'écart. Donc, oui, il y a tout de suite chez ce renard qui se présente comme tel, ce renard, voilà, toujours en éveil, et agile, ce besoin d'être là aussi dans une situation affective d'adhésion. Hein. Quand il raconte ces batailles de Polochon, il était le premier à chahuter, la question du chahut, etc., avec les autres. Donc cette solidarité-là. Et puis, ce manque sur le plan de l'affection maternelle, il va le traîner quand même toute sa vie. Hein, je veux dire, c'est pas rien. Et ça induit effectivement son rapport aux femmes sur lequel j'ai été discret. C'est le moins qu'on puisse en retenir. Il y avait par exemple un aspect aussi factuel, et on peut témoigner, on a fait l'enquête, par exemple, sur Villemain, c'est absolument exact. Oui, ah oui, oui. On a demandé à un mathématicien de faire l'analyse des travaux de Michel et de faire l'analyse des travaux de Villemain. Voilà, il n'y a aucun doute. Ouais. Il a été purement et simplement Pire. copié, Ouais. vraiment. Et tu le disais avec Foucault, malgré tout. Alors, c'est terrible parce qu'en fait, on parle, quand on est ensemble, philosophes, on parle, Oui, on échange. bien sûr. Mais voilà, il y en a qui sont peut-être moins délicats que d'autres. Oui. Oui, ben, ça suscitait, je t'avais raconté, on a fait une amertume profonde C'est sûr. à l'égard justement de Foucault, de tous les gens qui y avaient autour. Et donc j'ai raconté une petite anecdote à ce propos-là. Bon, oui, à un certain moment, j'étais proche des éditions de Minuit, de Jean Piel en particulier, donc avec la revue Critique, avec laquelle j'ai beaucoup collaboré. Et à un certain moment, Jean Piel, qui était quelqu'un d'absolument indépendant par rapport à tout le monde, vraiment, donc, qui pouvait faire ce qu'il avait envie de faire et était passionné justement par ces jeux entre tout ce milieu intellectuel dont il tirait les ficelles hein, par certains côtés. À un certain moment, donc, il dit, là j'en ai marre, Michel Serres, il veut me plaire, il est tellement pris par ce ressentiment à l'égard il faut faire quelque chose. Faisons un numéro Michel Serres. Donc, on a travaillé pour faire un numéro de critique sur Michel Serres. Et alors, c'était formidable parce que lorsqu'il a, ensuite, évidemment, il était ravi de ça. C'était une forme de compensation extraordinaire. Donc, il a fait une grande fête chez lui. Donc, j'ai eu le plaisir de participer à ça. Alors que je disais à François, c'est la seule fois où j'ai rencontré dans la même soirée deux prix Nobel. Donc, il avait invité évidemment tout son réseau, c'était extraordinaire, enfin, tout le monde était là. Alors, entre autres, il y avait Régis Debray, bien entendu, mais qui boudait dans un coin, hein, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il y avait Attali, Jacques Attali, et c'était juste avant 81, juste avant les élections présidentielles. Donc, tout le monde s'était jeté sur Attali en laissant Monod de côté pour aller écouter Attali. Mais donc, ça formait, là, c'était vraiment la galaxie Serres, ses amis, ses relations, les gens sur lesquels il comptait, avec lesquels il y avait de vrais échanges. Et donc, mais c'est quelque chose qui était en même temps donc, un moyen de compenser cette amertume profonde, ce ressentiment profond qu'il éprouvait à l'égard de toute une autre partie du monde intellectuel hein, qui ne le reconnaissait pas. Enfin, c'est ça qui était épouvantable. Claire? J'avais une question sur son rapport avec le structuralisme. Vous disiez que finalement, il n'était pas dans les deux disciplines phares, anthropologie, psychanalyse, qu'il était un peu hors. Enfin, moi, j'avais l'impression que, mais bon, par ignorance, hein, mais que son écriture des années 70
était complètement imprégné et pas du tout en décalage par rapport au structuralisme. Donc je me demandais si vous pouviez creuser ça pour mieux comprendre. Non, non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Si on prend un certain nombre de textes de Hermès, c'est les premiers Hermès. Mm. Il est totalement dans le formalisme structuraliste. Il n'y a pas, là, il est, mais presque jusqu'à l'excès, enfin, presque la caricature. Mais en même temps, oui, non, il est à la fois dedans, oui, bien sûr. Euh, mais porteur là voilà, de la philosophie des maths et des sciences dures, voilà, ce qui ne va pas occuper l'engouement de ce qu'on va appeler le structuralisme au fil des années 60. Elle a été reconnue comme telle. Bah, non, mais justement, il cherchait enfin, il avait une petite visibilité, mais trop petite à ce moment-là par rapport à des gens qui ont plus martelé, étaient au centre. Bah, à Foucault qui présente effectivement dans les mots les choses, justement l'anthropologie et la psychanalyse comme les deux grandes contre-sciences qui amènent la structure contre le sujet. Oui, là, il est au cœur du cœur. Bon, et puis en plus, Serre dans les Hermès, oui, il faut. euh, Ensuite, ce sera beaucoup plus facile de le lire. Hein. J'ai pas eu le temps même d'évoquer son best-seller, hein, mais que vous connaissez tous, qui est la petite poussette. Hein. Donc là, ce sera lisible, mais c'est vrai que les premiers numéros d'Hermès, les premières publications, oui, non, ce sont des publications pour public restreint. Mais enfin, l'une des difficultés, effectivement, pour qu'il soit accueilli, écouté, etc., c'était sa double culture. Mais oui, Parce que, bon, à une oui, époque ben, les gens même les plus bien sûr. brillants, les mieux cultivés, comme Foucault ou Derrida à l'époque, des gens qui n'avaient pas de culture scientifique, à proprement parler. Donc, lorsque Michel Serres, lui, a cette culture profonde, enfin, là, tu as évoqué sa thèse sur Leibniz, c'est pas des mathématiques, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Donc, voilà quelque chose qui était incompréhensible, incommunicable. Il parlait une autre langue que la plupart des gens à cette époque, même lorsqu'il faisait des choses remarquables, hein, évidemment, que ce soit Foucault ou que ce soit Derrida. Mais lui parlait, c'était ce polyglotte des savoirs, finalement. Et c'est ça qui était sa force. Et c'est pour ça qu'il a plu souvent à des publics qui étaient des publics en dehors de ce Oui. qui compartimentait la vie universitaire. C'est pour ça que ça a marché aussi aux États-Unis, parce que la culture qui est Mais beaucoup oui. plus ouverte. Excusez-moi, je Oui, change de salle, je vais au petit casino, j'ai rendez-vous avec un grand réalisateur. Ah bah oui, alors là, c'est la concurrence. Il y a une version restaurée d'un Orson Welles J'aimerais classique. bien venir passer un jour de Jean-François Lyotard. Voilà. Voilà. Merci. Mais merci, en tout Merci. cas, c'était très. Bon, alors, s'il y en a d'autres Et à qui vous. veulent déserter pour aller voir Orson Welles, allez-y. Nous n'avons pas de rivalité avec le petit casino, ce sont des amis, pas de problème. Plein de choses à souligner. Ouais, c'est bien que Bordeaux. Non, il a effectivement, tu as absolument raison. Bon, la grande critique qu'il fait aux philosophes, c'est de ne pas, voilà, dédaigner la culture scientifique. Alors, il avait un bon mot là-dessus, vous savez, que, au sud de Paris, il y a tout le campus Orsay, qui est la spécialité scientifique. Et depuis peu, effectivement, les littéraires, les sciences humaines euh, sont partis, mais à l'autre bout de Paris, c'est-à-dire à l'extrémité nord de la région parisienne, dans le campus Condorcet. Et donc, Michel Serres, qui aime beaucoup les jeux de mots, a dit on avait Orsay, maintenant on a les Condorcet. Mais plus sérieusement, il accrochait alors avec une violence incroyable. Alors celui qui était vraiment dans son collimateur, c'est Sartre. Hein, quand il a fait l'éloge de la philosophie française, à l'occasion du centième, j'ai pas eu le temps parce que pas tout dire, mais une de ses grandes
réalisation, c'est quand même le corpus qu'il a réalisé chez Fayard, près de 150 volumes sur des philosophes français du passé dont on parle quasiment pas, qui sont des inconnus et dont il a publié les textes dans voilà, cette collection, cette série du corpus. Et pour fêter le 100e numéro, il écrit un éloge de la philosophie française dans lequel il cible Sartre de manière extrêmement violente en disant que il suffit pas d'être au café pour comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, Allusion au café de Flore, évidemment. Par contre, il était pas humainement, ils n'ont pas eu vraiment de relations fortes, mais proches, enfin des relations d'estime mutuelle avec Deleuze. Et puis d'ailleurs, je veux dire, oui, j'évoquais le fait que son philosophe sur lequel il a consacré une bonne partie de sa vie, qui est Leibniz, voilà, Deleuze a écrit un livre, Le Pli, qui est consacré à Leibniz et qui lui envoie, on a vu ça dans les dédicaces personnelles au moment du service de presse, il envoie à Gilles Deleuze Deleuze envoie au service de presse à Serres son livre sur Leibniz en disant Michel, toi qui as écrit le seul livre qui vaille sur Leibniz. Donc, c'est dire l'estime qu'avait Deleuze pour Serres et réciproquement. Et puis, je vous dis, parmi. Bah, quand tu m'as amené ici, il y avait dans la voiture un Astérix. Et alors, j'ai dit, mais Astérix, c'est une provocation. Parce que sur 14 ans d'émission à France Info avec Polacco, il n'y en a qu'un, sur 14 ans, tous les dimanches, le seul scandale, c'est sur Astérix. Parce que, en fait, comme vous savez sans doute, en tout cas pour ceux qui connaissent Serre, c'est un adorateur d'Hergé. Mon ami Hergé, donc effectivement, vraiment tout ce qu'a fait Hergé, pour lui, c'est absolument génial. Et il porte au nu Hergé, qu'il a connu, un grand ami, et pour lui, voilà, la série Astérix, mais je pense qu'il caricature un peu, mais enfin, c'est ce qu'il a dit à cette émission, c'est une apologie de la guerre, c'est contre la culture, la drogue, une apologie de la drogue, bon. Et donc, Goscinny et autres, qui sont quand même des survivants de la Shoah, euh, protestaient, enfin, pas seulement beaucoup d'auditeurs ont protesté, ça a failli aller devant les tribunaux. Il a fallu un médiateur, et puis Michel Serres a dû revenir au poste, non pas pour s'excuser, mais pour dire que quand même quelques propos avaient dépassé sa pensée, ce qui vraiment est très, pour lui, il n'a pas l'habitude de faire ça. Donc oui, ça a été la seule anicroche. Euh, Si, il y a un point obscur quand même que je n'ai pas dit, mais qui m'interroge en tout cas. Alors surtout, qui m'interroge, surtout que je travaille sur Lyotard, là, je veux dire, ça ne cesse de m'interroger. Quand Lyotard demande à Derrida comment, à Cerisy, comment phraser l'après Auschwitz, euh, c'est que la Shoah n'est pas présente dans sa philosophie. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, c'est Hiroshima qui est la grande interrogation et vraiment philosophique. Quand même, quand on voit les intellectuels, les créateurs, les cinéastes, bon, tout, vraiment, c'est quand même la découverte de la Shoah et quand même la thématique, à mon avis, centrale de cette deuxième partie du XXe siècle, et pour cause, pour reprendre les propos d'Adorno sur on ne peut plus penser et écrire pareil euh, la Shoah, et donc par rapport à avant. Donc là, il y a un rapport à l'histoire et tout ça, tout un basculement qui, à mon avis, là-dessus, Lyotard a raison. Et là-dessus, Michel Serres, et je dis pas. Ah, évidemment,
que ça concerne, enfin, que ça ne le concerne pas. Mais voilà, il n'a pas véritablement mis en avant, travaillé la question dans son travail philosophique. Ce qui est particulier, parce que on le trouve chez tous les intellectuels de l'époque. Là, bon, c'est peut-être. Ouais. C'est pas d'ordre scientifique. Oui, 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 oui. Enfin, là, ça touche à l'homme quand même. Hein. Primo Levi dit la honte d'être un homme. Il n'a pas dit le contraire. Il n'a jamais dit le contraire. Il n'a pas dit le contraire, mais il l'a pas, Il il n'a pas affirmé ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, je crois que nous avons bien discuté. Voilà. Oui, Alors, oui. écoutez, merci encore, Merci. François, et je vous invite à poursuivre avec lui, hein, en buvant un verre, hein, comme nous le faisons toujours après nos causeries. Enfin, il ne faut pas seulement causer, il faut aussi s'abreuver de temps en temps. D'accord? Alors, je vous invite à passer de l'autre côté, à poursuivre la conversation. Merci. Merci à vous. Merci, François. Merci à vous. Merci à vous.